Voilà, donc merci. Merci à vous tous de m'avoir invité. Je vais essayer de parler en français parce que c'était mon ami Gilbert qui m'a gentiment invité de la part de vos sociétés. C'était l'ensemble des sessions devaient être en anglais parce qu'il y avait les gens d'Afrique du Sud, Lalou, professeur Chung qui est voilà. Et donc là, je vais parler en indien. Changer. तो ये ट्यूबरकुलोसिस बहुत मुश्किल की बीमारी है इसको समझने में बहुत तकलीफ होती है bon ok bon ben allez on reprend en français bon alors moi j'étais très heureux d'entendre notre collègue d'Haïti parce que c'est vrai que moi je vais parler des choses qui un peu dans un milieu plus favorisé. Mais ça me rappelle aussi que l'Institut Pasteur de la Guadeloupe où je travaille, nous avons été le premier groupe avec les fonds NRS à aller monter un laboratoire de la tuberculose à Port-au-Prince, chez Bill Pape, qui marche très bien. Donc c'était un projet sur 3 ans. Et je voulais dire très discrètement que après on a formé beaucoup de gens de l'NSP, de laboratoire de gouvernement, qui sont venus très souvent et visiblement Guesquio ça marche mieux que enfin bon des raisons je vous laisse deviner mais je crois que c'est bizarre il y a des choses qui marchent pas aussi bien pour la culture je suis désolé d'apprendre ça bien donc tuberculose je vais parler plutôt des méthodes moléculaires de manière assez conviviale et je vais essayer de dire je vais pas parler de la Caraïbe du tout puisque j'ai eu cette chance hier avec Gilbert on a pris Dr Julie Millet qui est chercheur au laboratoire qui va parler tout ce qui est Caraïbes y compris les 3 départements français donc je vais rester davantage dans un contexte mondial. Vous verrez un peu ce que nous faisons en Guadeloupe depuis 1993, l'année où je suis arrivé. Donc l'incidence mondiale de la tuberculose, la bonne nouvelle, c'est que l'incidence et la mortalité sont en baisse légèrement depuis 3 ans consécutifs. Cependant, l'émergence des bacilles multirésistants et ultra-résistantes continue à aggraver la situation. Et là, nous verrons des hotspots et on sait que cette augmentation et aussi d'ailleurs de la tuberculose auparavant, hein, était intimement lié avec l'épidémie de VIH, notamment en Afrique. Donc voilà les hotspots, l'Afrique. Voyez les parties sombres, en bleu sombre, c'est les incidences pour 100 000 qui sont supérieures à 300 cas. Ensuite, nous avons donc tout ce qui est Asie de sud, de l'Est et sud-Est. Ensuite, nous avons, disons, Asie centrale. Et certaines parties d'Amérique latine qui sont ici, par exemple, pas mal de problèmes à Équateur, Pérou et Bolivie, Guyana, qui est voisin du département français de Guyane française et de Brésil, et sans oublier Haïti, qui est pas bleu clair, enfin bleu très foncé, puisque l'incidence était quand même de plus de 300 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Donc, si on regarde l'ensemble des îles de la Caraïbe qui sont là, nous verrons tout au long de mon exposé qu'ils ont quand même une situation aussi bien des VIH et de tuberculose et de confection qui est quand même assez préoccupant. Je ne sais pas comment on avance. Alors, si on regarde l'incidence en nombre absolu, ici, on voit très bien que le nombre absolu, c'est l'Inde, qui fait beaucoup moins bien que la Chine, puisque l'Inde tout seul a pratiquement 2,2 millions de cas de la tuberculose, Chine 1 million et des autres pays, souvent en Asie hein, ou Éthiopie. Et si on regarde l'incidence par rapport taux pour 100 000 habitants, nous voyons qu'on a des hotspots énormes en Afrique du Sud et Swaziland, qui c'est proche, de 1400 à 900 nouveaux cas pour 100 000 habitants, et ainsi de suite. Si on regarde co-infection VIH tuberculose, c'est des chiffres pour 2012. On regarde bien aussi que malheureusement, très souvent, les pays, comme on vient de voir tout à l'heure pour l'incidence de la tuberculose, on a quand même une prévalence VIH parmi les cas
nouveaux cas de tuberculose est extrêmement élevé. Ces pays d'Afrique que je montre là, plus de 50% de co-infection VIH-tuberculose. Alors moi, je voudrais vous montrer ici les îles de la Caraïbe. C'est petit, on ne les voit pas très bien, mais vous voyez que vous avez beaucoup de rouge foncé. Donc en fait, il y a pas mal des îles dans la Caraïbe où co-infection VIH-tuberculose est extrêmement élevée. D'ailleurs, comme en Guadeloupe, nous verrons tout à l'heure. Et en fait, il est courant de voir les co-infections de l'ordre de 25 à 40% dans les îles. Alors, d'autres problèmes, c'est la résistance aux antibiotiques. Et si on regarde ici les cartes de tuberculose MDR primaire, donc je rappelle qu'il y a la résistance à cause d'accumulation des mutations à 2 antibiotiques de première ligne qui sont isoniazide et rifampicine. Nous avons quand même des MDR primaires de l'ordre de 18% dans certains pays comme Kazakhstan. Globalement, 5% des nouveaux cas sont des MDR primaires. Et si on regarde chez les patients déjà traités, on est quand même de l'ordre de plus de 50% des cas des MDR secondaires dans certains pays ici comme Kazakhstan. Bien évidemment, je n'ai pas ces chiffres exacts encore pour XDR, qui est la tuberculose MDR. Pratiquement, il faut savoir que 3 personnes, plutôt 4 sur 5 ne sont pas guéries actuellement de tuberculose XDR, qui est résistance à l'isoniazide et rifampicine, plus un fluoroquinolone, plus un des 3 antibiotiques injectables. Donc en fait, dans un contexte comme ça, on peut très bien imaginer que le vrai problème aujourd'hui, c'est d'une part le contrôle, diagnostic, traitement de la tuberculose, suivi des patients, mais en même temps, il y a l'ensemble des notions de géoépidémiologie pour suivre, comprendre et contrôler l'épidémie, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui voyagent pour des raisons diverses. Et si on regarde ici, vous avez une carte de migration de population dans les années 90 par rapport à 1960, où on dénotait déjà plus de 400% d'augmentation. Et si on regarde maintenant, entre 1950 et 2010, rien que par tourisme, on a une augmentation de 2500%. Donc vous voyez que nous verrons tout à l'heure, je voudrais montrer des données qui montrent en fait qu'au fur et à mesure que nous contrôlerons la tuberculose, nous allons avoir des problèmes de tuberculose à la fois latent, de réactivation et de tuberculose d'importation. Et ça va être le prochain problème. Donc moi, je viens de prendre cette carte avant-hier sur le mouvement des populations et les balances migratoires 95-2004. Et en fait, je n'ai pas le temps de commenter entièrement la carte, mais on voit très bien qu'à la fois, on a des flux migratoires très importants dans les continents, dans les parties du monde comme à Moyen-Orient, Amérique du Sud, etc. Mais ensuite, on a des grands courants migratoires qui vont très souvent dans les pays riches, donc Amérique du Nord. Et ce qui est ici à droite, vous voyez, vous avez solde migratoire positive de plus de 37 millions de personnes, on le retrouve en Amérique du Nord, et plus de 12 millions de personnes, on le retrouve aussi bien dans l'Europe occidentale, mais aussi dans les pays comme Arabie Saoudite, Moyen-Orient. Et en fait, nous pensons d'ailleurs, comme peut-être pour les virus, coronavirus, c'est pas la même chose, mais on pense que la Mecque, où se retrouvent énormément de gens, nous venons de démontrer l'émergence il y a 2 ans de Beijing, qui est un génotype extrêmement virulent et multirésistant de la tuberculose, en Arabie Saoudite et dans d'autres pays du monde, et qui, nous verrons tout à l'heure, ça pose d'autres challenges dans les mois et années à venir. Bien, Institut Pasteur de la Guadeloupe, où je travaille, où travaille d'ailleurs Julie Mier qui va parler après. C'est un institut, un parmi 31 instituts. On a une particularité, on est le plus petit institut Pasteur du monde. Et c'est très agréable, je vous assure que, ayant travaillé 15 ans à Paris, je pense que saluons le côté minimaliste, ça fait de bien. Et Julie appréciera le côté Sheng Fui de notre laboratoire. Alors, quels sont les besoins dans le cadre de la tuberculose? C'est diagnostic rapide, culture rapide, antibiogramme rapide,
pour éviter la progression de cas tuberculose multirésistant. Surtout mettre, moi je suis anglophone au départ, je suis indien, target populations, les cibles, populations cibles, voilà. Donc en fait, pour pouvoir chercher les sous-populations qui sont sujettes à développer la maladie. Aussi étudier les facteurs de pathogènes et hôtes pour voir comment ils pourraient altérer la réponse à l'infection, aussi bien chimiothérapie que vaccination, parce qu'en fait, l'ensemble de ces choses font que le germe s'adapte et il contribue à l'évolution des germes. On pense aujourd'hui que la génotype la plus virulente aujourd'hui de tuberculose, Beijing, est un résultat conjoint de ces deux choses, traitement, chimiothérapie et de vaccination. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important qu'on étudie comment ça influe. Et aussi, ce que nous faisons au laboratoire, comment faire un global tracking, comment traquer, suivre les germes au niveau mondial. Donc on est un laboratoire depuis 2009 supranational de l'OMS. Donc on est un de 6 ou 7 laboratoires qui sont sur cette carte-là. C'est un peu pompeux pour un petit pays comme nous, parce que les autres c'est US, Argentine, Brésil. Mais on est censé travailler pour la Caraïbe. Donc comme j'ai écouté Madame Philogène, malheureusement, on travaillait mieux avec Haïti dans les années 99, 2000, 2001, 2002, et depuis quelques années, on a du mal à travailler. Parce que l'Haïti se rapproche de Massachusetts et US, Amérique du Nord. Donc on travaille aussi sur la surveillance de la tuberculose et on travaille aussi sur les bases de données, puisque nous verrons tout à l'heure, depuis 1995, on a commencé à génotyper l'ensemble des souches de Antilles-Guyane, puis Caraïbes, et après on a monté un réseau, on est, je crois que 120 laboratoires, et on verra tout à l'heure, la plus grande base de données du monde se trouve en Guadeloupe, puisqu'on a aujourd'hui 120 000 souches de 160 pays qui sont génotypées, et on est 3 fois plus grand que CDC d'Atlanta. Donc ça nous donne... bah oui, il suffit d'un ordinateur et 2 personnes pour faire ça. Donc je voudrais, comme ici il y a beaucoup de médecins, je voudrais dire comment sont les choses dans les années à venir, quelles sont les priorités, parce qu'on sait que les choses vont quand même dans l'ensemble pas trop mal, hormis tout ce qu'on ne maîtrise pas, comme la politique mondiale. Alors qu'est-ce qui est nécessaire? Je pense que d'ici quelques années, les gens voudraient bien qu'il n'y ait plus de microscopie. Pourquoi? Parce qu'en fait, éliminer les microscopies pour la diagnostic rapide, c'est directement, à partir d'un crachat, confirmer tuberculose et pourquoi pas la résistance. On voudrait que s'il y a une résistance, qu'il y ait une détermination rapide de la résistance, qu'il y ait une culture liquide éventuellement et non pas solide, qu'il y a l'amplification génique, PCR, que les mutations aux antibiotiques soient déterminées, que dès qu'une culture est positive, liquide, on gagne donc 6 semaines, immédiatement il est génotypé, et tout ça, en travaillant avec National TB Programme, en Guadeloupe c'est CLAT, Gilbert, qui remplace NTP pour les grands pays, immédiatement cibler les sous-populations. La bonne nouvelle qu'en Guadeloupe, c'est un peu idéal, tout n'est pas parfait, mais on a mis en place. Donc plus de microscopie bientôt, on le fait. Culture, on le fait par MJIT, nous verrons tout à l'heure hein, comment faire. Donc en fait, pour faire tout ça, je ne veux pas être très, très long. Une des premières choses qu'on avait mis en place déjà, c'était la méthode commerciale Hein, qui permet de faire l'ensemble des choses qui sont écrites ici. Ça veut dire que faire identification moléculaire de l'espèce, donc gagner 4 semaines. Résistance première puis deuxième ligne aujourd'hui, ça prend que 48 heures au lieu de 4 à 6 semaines. Et etc., etc. Donc on peut identifier, je vous ai noté des choses, les cibles isoniazides et des mutations 4G INA, rifampicine RPOB, et même les médicaments de deuxième ligne. Heureusement, en Guadeloupe, on n'a pas trop de multirésistance. Fluoroquinolone JRA, aminoglycoside RRS et thimbitol EMB-B. Mais il faut savoir que ces dernières cibles ne marchent pas très bien. Alors, juste... ça va, j'ai encore le temps. Juste pour dire que
il y a une chose qu'on est en train d'évaluer en ce moment pour l'EMS, pour Find Diagnostics. Ça s'appelle méthode TB-LAMP. Donc c'est une méthode qui est Loop Mediated Isothermal Amplification. Je ne sais pas comment dire en français, je suis désolé. Isothermal parce que ça se fait sur une température constante. Donc contrairement à PCR, on n'est pas obligé de faire des cycles. Et deuxième avantage, qu'en fait aujourd'hui, comme c'est noté là, on peut donc en fait utilise, si vous voulez, il y a un petit tube, tout est dedans. Il y a 4 primers, les amorces, qui reconnaissent 6 régions d'Estaing. Et en fait, ça a l'air très complexe si je vous fais un schéma. Là, c'est un petit chemin. Le principe est complexe. Mais tout se fait dans un petit tube. Et en moins de 2 heures, on a la réponse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en plus, la réponse est visible à l'œil nu ou simplement avec... En fait, il y a très peu de choses à faire. On prend le crachat, on met... Ça passe à travers un poudre absorbant. C'est une sorte de seringue, hein, comme ici à droite. Et donc, avec ce seringue, on prend dans une prouvette. Et même le petit tube dans le capuchon, il a déjà, toutes les réactifs sont déjà, tout est préfixé. Et donc, TB-LAMP, aujourd'hui, c'est une méthode développée par les Japonais qui est en train d'être développée pour un tas de maladies, pas seulement la tuberculose. Donc ça va être le futur. Et en plus, ce qui est bien, c'est que les réactifs sont stables pour au moins 1 an, même à température ambiante. Donc plus de problèmes de transport, plus de problèmes de rien. Donc on a commencé une évaluation depuis septembre 2013. Et voilà, c'était pour vous montrer. Ici au milieu, vous avez les tests obtenus dans le laboratoire, au milieu. Donc pour l'instant c'est une évaluation pour l'EMS. La méthode n'est pas reconnue, on ne peut pas donner vraiment un résultat clinique pour le médecin, il faut qu'il soit reconnu. Mais voilà, donc ce genre de méthode, c'est des photos de laboratoire. Alors ce qui est bien, que le résultat est spécifique de la tuberculose, complexe, et pas du tout des atypiques et spécificités, comme je vous montre là. Alors ça a quand même un petit problème, c'est que ce test ne donne pas si on a une tuberculose atypique. Hein, c'est ça qui tu les... Voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas d'antibiogramme qui va avec. Hein. Donc nous, ce que nous avons opté, je vous l'ai montré un peu aux médecins, c'est comment nous faisons chez nous. On a l'échantillon. L'échantillon, on fait le microscopie, parce qu'on continue à le faire. On fait la culture liquide MGIT. Donc gain de temps, c'est très important. Ensuite, dès que culture est positive, on fait un test immunochromatographique. Ça veut dire qu'une sorte de lame, on met une goutte de culture, tout de suite on le sait si c'est une tuberculose complexe ou c'est un atypique. Dès que ceci est fait, comme on a déjà la culture, on fait des RAIN, vous voyez à gauche, génotype MTBC ou CMAS, atypique. On peut vous dire quelle espèce c'est. S'il y a une résistance, on peut vous donner des mutations. Et au milieu, je vous ai mis génotypage. On prend l'ADN, on va le génotyper, donc on verra avec quoi. Et à droite, ça on n'a pas mis en place, mais idéalement il faut des sous, et j'espère qu'ARS ou quelqu'un va nous donner de l'argent un jour pour mettre des microdilutions pour les atypiques, hein, parce qu'il ne sait pas bien ce qu'ils ont fait. Ça c'est idéal. Donc maintenant, comment mettre tout ça, sortir de la Guadeloupe dans un contexte global? Voilà comment on faisait contact tracing et chercher les cas index, enfin source state finding, je ne sais pas comment on dit en français. C'est ça. C'était le principe de stone in the pond, un caillou qu'on jette dans la mare. C'était par tuberculine. Et en fait, quand on a commencé les premières études de typage génotypique, on s'est perçu que plus de moitié de cas pour lesquels on ne trouvait pas de lien épidémiologique, on les retrouvait grâce à génotypage. Hein? Donc voilà les premières méthodes qui étaient mises en place. On en a fait au laboratoire, on a arrêté en 95 ou 96, c'était de RFLP. Le problème, il fallait faire des grandes quantités d'ADN, donc faire des cultures, et c'était extrêmement contraignant. Et puis, deuxième problème, c'est qu'on pouvait contaminer des gens en faisant des cultures et
troisième problème, on obtenait ces bandes par RFLP pour comparer les souches qui sont identiques ou pas. Vous voyez, ces bandes, c'est bien, mais on ne peut pas faire une base de données. Parce que vous avez des variations entre les souches, épaisseur des bandes, reproductibilité, c'est jamais la même chose. On ne peut pas donner une valeur numérique à des bandes. Donc, c'était quand même utile. Les Hollandais ont montré qu'il y avait une variabilité génotypique au niveau mondial, parce que pour l'instant, on pensait que tuberculose était pareil partout. C'était il y a 20 ans. Donc, nous, on a pris les modèles des éléments répétitifs cibles qui sont sur le génome, qu'on a amplifiés, on ne va pas rentrer en détail, mais je vais vous montrer quand même deux exemples. On a pris un exemple qui est splégotypage. Alors, je voudrais juste montrer un exemple, on peut en prendre d'autres cibles. Vous voyez, c'est écrit DR en rouge. DR en rouge, ce sont des répétitions directes. Elles ne nous intéressent pas, parce que c'est identique. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est entre deux DR, c'est IDR. Vous voyez, cette partie-là est unique pour les souches. Enfin, entre guillemets. Hein, c'est pas toujours unique, mais très souvent c'est unique. Donc, il y en a 43. En vérité, il y en a 104, mais on en a pris 43. Alors, on a fait une sorte de code-barre, c'est-à-dire qu'on a amplifié cette partie, on a comparé les souches, et on a vu qu'il y a des souches qui ont, vous voyez cette barre, pattern, où c'est écrit original en anglais, où vous avez 43 fois ce genre de locus inter-DR, vous pouvez avoir une réponse positive, parce que vous avez une hybridation, parce qu'il n'est pas changé par rapport à ce qui a été mis comme oligo sur la membrane, ou il est négatif. Donc vous voyez qu'on peut changer un code binaire, 1100, et c'est numérique. Donc on peut rentrer, on a fait les premières bases de données en Guadeloupe. C'est une licence qui a commencé avec un truc Excel. Et l'autre côté, je vais dépasser mon temps, donc j'ai dit, il y a des mini-satellites. Vous voyez, vous avez la chromosome, il y en a 41. On appelle les mini-satellites Mirou. Ça a été fait à Lille. Et on les amplifie. Et en fait, il n'y a jamais le même nombre de répétitions. Alors, ce qui est intéressant, ce qui nous intéresse, qu'à la fin, nous avons encore une valeur numérique. Une souche, son numéro, c'est 2, 5, 6, 1, 7, etc. Donc, tout ça, si on rentre sur les feuilles Excel, vous voyez que vous avez une variabilité, mais les couleurs à gauche vous montrent que ces codes-barres sont arrangés dans de grandes familles. Donc, on a montré qu'il y avait des grandes familles. Après, il y a d'autres personnes qui ont fait la même chose, avec d'autres marqueurs, ou des éléments répétés, ou des SNPs, et on est tous arrivés à conclusion qu'il y a entre 6 à 12 grandes familles de la tuberculose au niveau mondial, et qu'ensuite, il y a des petites variations. Donc ça, c'était un travail qui a été fait aussi en Guadeloupe. On va dire un tiers en Guadeloupe et grosso modo comme des écoles de pensée, quoi. Hein. D'accord ? Donc c'est un exemple. On a donné des noms. Donc les gens ont donné des noms. Ici, on avait cette famille qui est présente que en Amérique latine et dans la Méditerranée. Un peu pour des raisons X, j'ai pas le temps de discuter en Afrique aussi parce qu'il a voyagé, mais totalement absent en Asie, etc. D'accord ? Elle a été appelée famille Lame, parce que c'est une famille de tuberculose qui, on pense, qui est liée par rapport le Christophe Colomb et arrivée des Européens, d'accord ? Ainsi de suite. Donc voilà les 6 grandes familles. Il faut savoir qu'au laboratoire, on a eu 12 ou je ne sais pas combien de doctorants. Par exemple, Madame Millet était un des doctorants qui est chercheur maintenant, et chacun a travaillé. Donc voilà les grandes familles, et on a démontré qu'ils étaient spécifiques de certaines régions comme Beijing, ici à droite, et qui arrivent aux États-Unis, et ainsi de suite. Hein, d'accord ? Donc en fait, maintenant, on fait des bases de données de plus en plus grandes. Donc voilà les premières bases de données, ESPOL-DB 2, très peu de souches, 3, 4, site vite web, et là on est à 120 000. Hein. Donc voilà notre site web. Il me reste 5 minutes, je crois. 4. Voilà, donc ça c'est notre 5e ou 4e site web. Donc tout le monde peut le consulter. Par exemple, on a eu les 2 derniers mois, 3 derniers mois, je ne me souviens plus. Je ne sais pas si on a un doctorant, David Couvin, s'il est venu. Ah, David est là. D'accord. Donc en ce moment, on a
Voilà, c'est une thèse en cours, j'ai mis un jaune ici, de David Couvin, qui continue, qui est bioinformaticien. D'ailleurs, il va présenter certains de ses données à Pointe-à-Pitre pour un prix pour les jeunes doctorants. Donc on a eu plein de doctorants qui font ça et on continue. On a mis des outils bioinformatiques, des statistiques, etc. Alors on a démontré clairement que la tuberculose au niveau mondial, c'est pas du tout les mêmes souches, ce sont les grandes familles. Et je vais vous montrer une application. Vous voyez ici, c'est montré par exemple Afrique, c'est la tuberculose d'Afrique de l'Ouest. Il est présent qu'en Afrique de l'Ouest, il n'y en a nulle part ailleurs. Beijing, c'est en Asie, et ainsi de suite. East African Indian, c'est en Afrique de l'Est, l'Inde du Sud, etc. Aux amis indiens, je vous dirai après que même en Inde, on a deux tuberculoses distinctes qui séparent les Indiens du Sud et du Nord, parce que l'Inde était habitée par les Dravidiens, et quand les Aryens sont arrivés, 5000 ans après, tuberculose s'est jamais mélangée. Donc, voilà, c'est pour dire que... Donc, j'ai plein d'histoires. On peut... non, j'essaie de dire, par exemple, tuberculose montre clairement que, comme elle est transmise par l'homme, que Turquie, il y a un grand débat politique, hein, eh bien, Turquie n'a pas de souche, ni de Moyen-Orient, ni d'Asie. Les Turcs n'ont que des souches occidentales. Donc, et ainsi de suite. Là, on vient de faire des études en Irak, et je peux vous montrer clairement que les souches qu'on vient de faire avec Iran, Irak, et ainsi de suite, quand vous voyez les coalitions des pouvoirs, les pays qui n'aiment pas l'autre, qui ne sont pas avec ou contre, eh bien, ils n'ont pas les mêmes souches. Je parlerai après en question. Donc, voilà, une autre marqueur, une autre thésarde qu'on a eue, qui a travaillé, pas sur le logotypage, mais mini-satellite, et on a fait des cartes aussi mondiales. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je finis en 2 minutes, cher ami. J'ai essayé de faire aussi simple que je pouvais. Maintenant, on est en train de travailler sur l'intelligence artificielle, mais on manque des moyens. Et puis moi, j'ai pas assez de compétences. C'est un peu comme une boîte de Pandore. J'ai commencé, j'étais jeune, j'avais 38 ans. J'arrive vers mes 60 ans, et au fur et à mesure que le sujet avance, il devient plus important que mes compétences. Mais demain, on pourra prédire quels seront les hotspots où la tuberculose va augmenter, où elle va baisser, et quels seront les clones qui causeront cette augmentation de la tuberculose. On pourra même donner des valeurs manquantes dans les chiffres. Par exemple, si tu as un génotype, est-ce que la personne est d'Asie de l'Est ou est-ce que c'est un Kazakh? On pourra te dire ça. Je continue, donc ça s'appelle site 8, mais c'est pas fini, parce que je suis pas assez compétent pour l'instant. Et deux études pour montrer un exemple. Là, on a fait une étude qu'on a fait à Rhode Island, qu'on a publiée en 2011, pour montrer quelques exemples. On a pris les patients. Dans cet état, il y a 13% des patients d'origine étrangère, mais ils causent 2/3, 65% de tuberculose. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les génotypages. Il y avait des patients qui étaient en grappe, mais il y avait des patients qui étaient isolés. Ils n'étaient pas en grappe. Pourtant, ils vivaient là depuis plus de 5 ans. On a pris ceux qui étaient d'origine étrangère, comme ils n'étaient pas en grappe. On a été voir qu'est-ce qu'ils avaient. Eh ben, on a démontré qu'ils avaient les souches qui ont réactivé, qui étaient les souches de leur pays d'origine. L'exemple ici, vous voyez, ça c'est RI Rhode Island, et ça c'est notre base de données. Vous voyez que ces patients de Rhode Island aux États-Unis, ils ont des souches, c'est la même pattern que dans la base de données pour leur pays. Ici, c'est la même chose, et ici c'est la même chose, et etc. Vous voyez? Alors maintenant, on est en train de faire cette étude en France avec Gérard Lina, à Lyon, et on vient de génotyper, enfin génotyper, on n'a pas génotypé, pardon, ça a été génotypé par eux. 2257 souches, c'est quand même la plus grande étude faite en France. Et on a trouvé 927 patients, 551 étrangers et 376 français, où on avait des origines parce qu'on n'a pas toujours tout. Et on vient de démontrer très clairement, on n'a pas encore soumis à publier, que, vous voyez, Léon, les patients qui sont originaires de chaque fois, ils sont originaires d'une partie du monde, ici par exemple, vous voyez, Beijing, c'est la souche d'Asie de l'Est. Hein. Les patients à Lyon qui viennent d'Asie, ils ont la même pattern que les... ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà.
Donc moi j'ai fini mon exposé. Voilà. Voilà ce qu'on voudrait faire. Quelques études, j'ai pas le temps. Donc avec Gilbert, avec Isabelle. Mais Julie parlera davantage. Merci beaucoup, Lanil. C'est très, très intéressant. Bon, mais je suis désolé, j'ai pas fait court. Hein. Tu vas pouvoir envoyer les derniers résultats à Marine Le Pen. Ce sera... Parce que je crois que ça va avoir des applications politiques quand même. Mais Marine Le Pen, peut-être qu'elle a une souche qui est originaire d'un pays étranger. Ah ouais, ce qui est arrivé au dernier américain. Ce qui est intéressant, c'est que tu as parlé d'intelligence artificielle, parce que ma thèse au départ, que j'avais fait dans les années 91, c'était sur l'intelligence artificielle dans le domaine de l'insuffisance respiratoire aiguë. Tu vois, donc ça remonte. Et cette thèse, on n'a pas pu, on voulait la commercialiser, mais il y avait des problèmes juridiques, parce que lorsque le patient meurt, qui est responsable? C'est ça qui était important. Mais ça, c'est avec Facebook pareil. Hein. Bonjour, Isabelle Lamoury, service de maladies infectieuses. Merci beaucoup, Naline. Cette boîte de Pandore, elle est vertigineuse et elle est merveilleuse dans tous les schémas que tu as montrés. Moi, je voulais savoir, de façon peut-être naïve et vu mon niveau de compréhension de tout ça, c'est est-ce qu'il y a un lien entre ces familles ou est-ce qu'on a entre le comportement de... Est-ce qu'elles ont un comportement différent, que ce soit en termes de pathogénicité, de transmission, d'expression de la résistance? Comment tu reviens ou est-ce que finalement c'est un traceur migratoire? Mon diapo qui est là. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas parlé, mais vous l'aurez dans le FLV qu'il est en train de faire. Mon dernier diapo pose ces questions, on n'en sait absolument et strictement rien. C'est-à-dire qu'en fait, on pense qu'il y a un lien, mais il faut le prouver. Et le problème de la tuberculose, que chaque fois tu as un chercheur qui démontre qu'il y a la virulence, par exemple, il est multifactoriel. Donc en fait, c'est un mélange des critères à la fois chimiques et biochimiques et les propriétés inhérentes à la bactérie, mais aussi à côté humain. Voilà, donc je disais ici que c'est le genre de choses que nous voudrions faire. Hein, c'est écrit. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a un lien entre incidence, prévalence de la tuberculose et surreprésentation de certaines lignées fitness, virulence, relation à la génétique humaine? On n'en sait rien, etc. Alors, une des choses que nous voulions faire, et on n'a jamais eu d'argent, c'est qu'on voulait faire un souchothèque de 50 ou 100 souches qui représenterait 95% de poids mondial de la tuberculose. Parce que, comme j'ai dit ici en bas, si on arrivait à préparer un souchothèque avec ces données-là, on aurait des souches qui seraient des candidats idéal pour les vaccins, développement et les médicaments. Malheureusement, on est en Guadeloupe et je n'ai pas été exposé à des cercles de pouvoir. Professeur, si vous pouvez faire quelque chose. Donc, si on a bien compris, un jour, on va utiliser ça comme test de paternité, alors. C'est qui parle? Moi. Oui. Donc, on va utiliser la tuberculose comme un test de paternité ou d'ethnie ou d'origine géographique, quand même. Non, je pense que c'est l'histoire. Pour moi, c'est pas du tout xénophobe, la blague de Gilbert tout à l'heure. Je pense qu'ils s'en montrent tous. D'ailleurs, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si on parlait de Marine Le Pen, parce qu'en plus, c'est enregistré. Et je voulais simplement dire que si on regarde les Maghrébins, tout ce qu'il vient de dire, ça ne marche pas très bien. Parce que les Maghrébins, ils ont les mêmes souches que les Français. Je suis désolé. Non, par contre, ce qui serait intéressant un jour, c'est, à partir d'un cas index, mieux étudier la contagiosité tout autour pour savoir s'il y a un lien vraiment entre une primo-infection et le cas, etc. Parce que ça, la question se pose, par exemple, dans les hôpitaux, dans les services, comme pathologie professionnelle, etc. Les gens le font, je veux dire, on n'est pas les seuls à le faire. Disons, nous, on a une approche davantage comme ça, mais je veux dire, on n'est pas les seuls. Un diagnostic rapide. Parce que là, l'idéal, c'est d'avoir un diagnostic rapide. Il y a quelques années, à Poitiers, il y a eu une épidémie de tuberculose chez le personnel. Et donc, ils avaient plusieurs tuberculeux. En fait, ils ont fait la génotypie et ils se sont aperçus.
ils ont retrouvé, ils se sont aperçus que ce n'était pas les tuberculeux importants qui avaient contaminé, mais un BPCO qui venait régulièrement, donc on l'aspirait, tout ça, puis un jour il a développé une tuberculose. Merci pour toutes ces questions. Non, je crois qu'on s'est entendu. Hein. Bon, merci pour tout. Hein. Ouais, merci à vous tous. Alors nous allons...